Grande pyramide d'Égypte, les 7 vérités qui dérangent. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question: à quoi servaient vraiment les 4 conduits dans la Grande Pyramide? Quand on regarde le plan de l'architecture interne de la Grande Pyramide, on peut remarquer 2 petits conduits qui sortent de la chambre de la reine et 2 autres qui sortent de la chambre du roi. Les 2 conduits de la chambre de la reine s'arrêtent à environ 15 mètres des façades nord et sud, alors que ceux de la chambre du roi débouchent à l'air libre. Positionnés face à face en partie basse des chambres, ils partent horizontalement sur une distance d'environ 1,70 m à 2,60 m pour certains, avant de faire un coude et de monter au travers la masse de la pyramide. En vue de dessus, on peut aussi remarquer que les 2 conduits du côté nord sont dévoyés pour éviter la grande galerie. Du côté des dimensions, ceux de la chambre de la reine font 21 par 21 cm, alors que ceux de la chambre du roi font 18 par 21 cm de section. En 1994, la mission UPU-A-Haute, menée par l'ingénieur allemand Rudolf Gantenbrink, a permis d'explorer ces conduits avec l'aide d'un petit robot à chenilles. Cette photo est trompeuse car elle ne reflète pas la pente du conduit sud de la chambre de la reine. Mais après avoir grimpé d'environ 60 mètres, il est tombé sur une petite porte énigmatique munie de 2 épingles en cuivre, dont une cassée. En 2002, la mission Pyramid Rover a permis d'explorer le conduit nord de la chambre de la reine, et le robot est lui aussi tombé sur une porte identique à celle du conduit sud. Par la suite, la mission Jedi de 2009 a permis de déterminer l'épaisseur de la pierre à l'aide d'ultrasons, et ensuite d'envoyer en 2011 un autre robot Jedi percer la petite porte du conduit sud pour voir ce qu'il y avait derrière. On y a trouvé un espace d'environ 26 cm de profondeur, fermé par une autre pierre d'apparence moins soignée que le calcaire des conduits. Au sol de cet espace, on a aussi trouvé quelques dessins peints avec de l'ocre rouge. En ce qui concerne la partie basse des conduits de la chambre de la reine, il faut savoir qu'à l'origine, les orifices des 2 conduits étaient masqués par un tympan de pierre côté nord et par un plaquage de pierre côté sud. C'est l'archéologue anglais Wenman Dixon qui les a découverts le 14 août 1872 en enfonçant une tige de fer dans une fissure. Après avoir dégagé le conduit nord au burin, il s'est aperçu que celui-ci contenait une boule de dolérite, un petit crochet et un morceau de bois qui a malheureusement été égaré par la suite. C'est bien dommage car il aurait pu permettre de dater la Grande Pyramide au carbone 14. Il a ensuite cherché en face du conduit nord et découvert le conduit sud, recouvert d'un plaquage calcaire d'une dizaine de centimètres d'épaisseur. Cela veut dire que le conduit sud communiquait avec la chambre avant qu'on l'obture avec le plaquage, qui est d'ailleurs clairement visible sur cette photographie. Je ne sais pas si le plaquage recouvre toutes les pierres du mur sud ou juste l'embouchure de ce conduit, mais d'après certains chercheurs, comme Jacques Bardot et Francine Darmon, qui ont étudié les joints de cette chambre, il semblerait que la totalité du mur sud et la totalité du mur ouest soient plaquées, et que l'on ne voit donc pas les vraies pierres de ces murs. En ce qui concerne les orifices bas des conduits de la chambre du roi, ils étaient clairement visibles. Voici une photographie du conduit nord, admirez au passage la finesse des joints entre les pierres. Du côté sud, l'orifice bas du conduit semble avoir été élargi par des pilleurs. Passons maintenant aux orifices hauts. Voici la sortie haute du conduit sud. Les pierres de couverture sont récentes, mais la pierre de base est d'origine et nous donne une bonne idée sur l'angle d'inclinaison du conduit. Nous pouvons aussi voir la façon dont les constructeurs ont résolu le problème du glissement des pierres inclinées pour ne pas qu'elles appuient les unes sur les autres. Ceci dit, ce qui est valable pour les pierres de base des conduits ne l'est pas pour les pierres en U inversées posées sur cette base et qui forment les 3 autres faces du conduit. Nous reviendrons plus tard sur la raison qui a poussé les constructeurs à les réaliser en U inversé. Du côté nord du conduit de la chambre du roi, l'orifice de sortie a été élargi par une salle de l'explorateur Giovanni Caviglia qui cherchait peut-être une chambre à proximité de la sortie. Je vous rappelle au passage que la Grande Pyramide est composée de rangées de pierres posées horizontalement les unes sur les autres et que réaliser des conduits inclinés est loin d'être évident car il faut éviter que les blocs en U inversé posés sur des plans inclinés ne transmettent une poussée sur les murs des chambres.
Il fallait donc une très bonne raison pour les créer avec une forte inclinaison plutôt qu'horizontalement. Parmi les explications avancées par les égyptologues pour expliquer la présence de ces 4 conduits à l'intérieur de la Grande Pyramide, il y a celle de la ventilation des chambres et celle des conduits psychiques permettant à l'âme du pharaon de s'échapper vers les étoiles. Nous allons voir maintenant pourquoi aucune de ces 2 explications ne tient la route. En ce qui concerne la ventilation. Tout d'abord, les conduits de la chambre de la reine mettent à mal cette hypothèse puisqu'ils étaient obturés en partie basse comme en partie haute. Maintenant, en ce qui concerne la chambre du roi, posons-nous clairement la question. Qui a besoin de respirer dans une chambre mortuaire? Les ouvriers, bien sûr, pendant les travaux, mais pas la momie du pharaon. Donc une fois la momie déposée dans son sarcophage claveté, pourquoi ne pas avoir bouché les ventilations? Il suffisait d'enfoncer 2 petits blocs de granit dans les parties horizontales des 2 conduits pour résoudre le problème. Il faut savoir que laisser des conduits ouverts faisait courir un risque majeur à la momie et au mobilier funéraire, du fait des insectes, des bactéries ou de l'eau qui auraient pu éventuellement venir de l'extérieur. Regardez la belle trace de coulure en provenance du conduit nord. Personnellement, si j'avais été pilleur de tombeaux et que je n'aurais pas trouvé l'entrée de la pyramide, j'aurais fait verser de l'eau dans un des conduits pour voir où elle allait ressortir en façade. L'eau ne dissout pas l'or, mais en faisant cela, j'aurais noyé la momie et le mobilier funéraire. À quoi bon protéger la momie en l'enfermant dans une chambre en granit, au cœur de la Grande Pyramide, si n'importe qui peut l'endommager facilement de l'extérieur grâce au conduit? Un autre gros problème des ventilations réalisées avec des conduits inclinés est lié à la partie horizontale en bas des conduits. Avec des vents de sable et sur des milliers d'années, on est sûr que du sable va finir par s'accumuler en bas des conduits et les boucher. Les constructeurs de cette pyramide étaient loin d'être cons. S'ils avaient vraiment voulu réaliser des ventilations, ils les auraient faites horizontalement, avec une sortie en façade légèrement inclinée vers le bas, pour éviter que la pluie ou le sable ne rentre dedans. En les réalisant horizontalement, ils évitaient aussi le glissement des pierres sur un plan incliné. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Quel est l'intérêt en fait de l'inclinaison des conduits dans le cadre d'une ventilation? Aucun. Il faut savoir aussi qu'en général, pour ventiler une pièce, on met une ventilation haute et une ventilation basse, et non 2 ventilations basses. On peut donc facilement mettre une croix sur cette hypothèse et se mettre à chercher à quoi servait vraiment l'inclinaison des conduits, et aussi pourquoi 2 conduits. Passons maintenant à l'hypothèse des conduits psychiques. Pour certains égyptologues, en moins 2560 avant Jésus-Christ, les conduits de la chambre de la reine ainsi que les conduits de la chambre du roi pointaient vers des étoiles bien précises à 1 degré près. En fait, 1 degré d'erreur au départ, cela fait une sacrée erreur à l'arrivée, compte tenu de la distance qui nous sépare des étoiles. Mais bon. Encore faut-il préciser la date et l'heure précise de l'observation, car la pyramide est posée sur la Terre. Et comme la Terre tourne sur elle-même en 24 heures, et autour du Soleil en une année, autant vous dire que les 4 conduits en question voient passer une multitude d'étoiles. Il est d'ailleurs étonnant d'avoir osé proposer comme solution à l'énigme des 4 conduits le fait que les constructeurs de la Grande Pyramide les aient réalisés pour permettre à une seule âme de s'échapper vers 4 directions du ciel différentes. Le pire, c'est que sans s'en rendre compte, le fait de proposer cette hypothèse remet en cause le fait que la chambre de la reine et celle du roi soient des projets de tombeaux, car les conduits de la chambre de la reine ne pointent pas vers les mêmes directions du ciel que ceux de la chambre du roi. S'ils avaient changé d'idée concernant l'emplacement du tombeau en cours de construction, ils n'auraient pas pour autant changé de destination. Et puis, quel intérêt en fait, puisque les 4 conduits font tout en réalité pour éviter de voir le ciel. Si l'on rajoute le fait que les 2 conduits nord ont des dévoiements importants pour éviter d'entrer en collision avec la grande galerie, et que tous les conduits sont coudés en partie basse, de sorte qu'il est absolument impossible d'observer le ciel à partir des chambres, la piste des étoiles semble plutôt une mauvaise piste. N'y aurait-il pas une autre explication plus plausible à la présence de ces conduits, et qui pourrait aussi expliquer leur inclinaison vers le ciel? Verser du sable dedans, pour gêner d'éventuels pilleurs? Ça ne marcherait pas, car les conduits débouchent en partie basse des chambres, et ont une partie horizontale qui bloquerait l'écoulement. Envoyer de la nourriture et de l'eau à d'éventuels serviteurs, rester enfermés dans la pyramide, au service du pharaon? Ça aussi c'est n'importe quoi. Alors, en fait, la seule solution où l'inclinaison des conduits a un intérêt majeur et évident,
c'est celle de la recherche d'une certaine hauteur de colonne d'eau pour créer une pression hydraulique à l'intérieur des chambres. Cette solution n'a jamais été envisagée par les égyptologues, car cela remettrait en cause le fait que les chambres soient des tombeaux ou des projets de tombeaux. Noyer la momie et le mobilier funéraire, vous n'y pensez pas. J'ai envie de répondre, quelle momie et quel mobilier funéraire? On n'a rien retrouvé, mais ce que l'on sait en revanche, comme le montre clairement cette superposition du conduit sud de la chambre de la reine avec le conduit sud de la chambre du roi, c'est qu'au final, malgré des angles de fuite et des longueurs différentes, les deux conduits partant du même niveau bas arrivent exactement au même niveau haut. Cela veut dire que les conduits de la chambre de la reine s'arrêtent pile à l'endroit où, si on les remplit complètement avec de l'eau, ils généreraient exactement la même pression hydraulique que ceux de la chambre du roi. Et quelle pression? 3,9 bars, soit 39 tonnes par mètre carré sur le plancher de la chambre, et 34 tonnes par mètre carré sous son plafond. Étrange coïncidence qui laisse à penser qu'il pourrait peut-être y avoir une pierre dans la chambre du roi, susceptible d'être repoussée par la pression. Sommes-nous en présence d'une sorte de serrure hydraulique destinée à actionner un quelconque mécanisme? Les constructeurs avaient-ils beaucoup plus de connaissances techniques que ce que les égyptologues s'imaginent? Voilà qui expliquerait bien des choses, notamment le fait que les constructeurs aient mis 5 plafonds en granit, c'est-à-dire juste le poids qu'il fallait pour empêcher que la pression ne soulève le premier plafond. Cela expliquerait aussi pourquoi ils ont mis un énorme linteau au-dessus de l'entrée de la chambre du roi, pour protéger l'antichambre, appelée aussi chambre des herses, des effets de la pression. Cela expliquerait aussi pourquoi ils ont réalisé une soupape de sécurité en créant un passage reliant la chambre de Davison à la grande galerie. La chambre de Davison est la chambre située juste au-dessus de la chambre du roi. Dans le cas d'une chambre située à proximité de la chambre du roi, cette protection était obligatoire pour permettre la décompression de l'air comprimé en cas de fuite d'un des joints du premier plafond. Sans cette soupape, il n'y aurait plus assez de poids de granit pour compenser les effets de la pression, et celle-ci ferait céder le mur qui sépare les 3 derniers plafonds de la chambre secrète. Vous l'avez compris, remplir virtuellement cette pyramide avec de l'eau rend logique tout le reste de son architecture interne et renseigne même sur la position probable d'une nouvelle chambre. Il y a donc peu de chances pour que les conduits soient destinés à autre chose qu'à y verser de l'eau. La chambre de la reine a même pu servir de chambre de test ou de chambre de fermeture, si l'on en juge par ce qui ressemble étrangement à du limon et qui a été retrouvé dans un de ses conduits. Quoi d'autre que de l'eau boueuse aurait pu produire un tel dépôt? Cela fait maintenant plusieurs années que j'ai demandé aux égyptologues s'ils pouvaient faire analyser ce dépôt, c'est resté lettre morte. Même la conception des conduits en U inversé parle pour de l'eau. En procédant ainsi, les constructeurs pouvaient facilement appliquer un joint d'étanchéité en argile blanche au pourtour de la pierre. Ils pouvaient aussi éviter que la pression écarte le conduit de sa base lors de sa mise en eau, car celui-ci sera plaqué sur elle par le poids des pierres situées au-dessus de lui. S'ils avaient mis le couvercle comme un linteau, au-dessus du conduit, ils n'auraient pas pu réaliser une étanchéité correcte et auraient pris le risque que la pression écarte le conduit de son couvercle. À l'intérieur, tout parle donc pour que de l'eau soit versée dans les conduits. Pourquoi 2 conduits au fait? Simplement, un en secours de l'autre, pour le cas où l'un serait bouché, comme dans tout système sécurisé qui se respecte. Mais comment aller verser de l'eau dans des orifices situés à 84 mètres de hauteur? La chambre du roi peut en contenir 270 mètres cubes, et même si le mécanisme fonctionnerait à partir de 200 mètres cubes, ça fait beaucoup de seaux. Étant donné que la façade originelle de cette pyramide a été détruite, on ne peut pas savoir si elle ne comportait pas un chéneau périmétrique qui aurait permis de faire fonctionner le mécanisme avec seulement 7 minutes de pluie d'orage. On ne peut pas non plus savoir si un escalier montait jusqu'au conduit. Ceci dit, si la façade était lisse, il faut savoir que le calcaire est une roche tendre sur laquelle il est facile d'accrocher un échafaudage. Les constructeurs voulaient-ils s'assurer que de simples pilleurs ne puissent pas faire fonctionner le mécanisme? Si vous voulez connaître les moindres détails de cette théorie, retrouvez-la dans le livre « Grande pyramide d'Égypte, les 7 vérités qui dérangent », mais aussi sur le site internet www.grande-pyramide.fr où nous vous conseillons de regarder toutes les vidéos mises en ligne. Il existe aussi un groupe Facebook intitulé « Le mécanisme d'ouverture de la Grande Pyramide » où vous serez les bienvenus pour poser vos questions. Bonne lecture et à bientôt!